tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une la fragile chaîne du froid, les professionnels des métiers de bouche s'organisent à l'approche de Noël et alors que le risque de coupure d'électricité pèse sur leurs activités. Reportage dans les Hauts-de-France à suivre avec WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Sa vie et celle de son pays ont été bouleversées il y a 10 mois. Olena Zelenska, la première dame d'Ukraine, m'a accordé une interview exceptionnelle lors de sa venue à Paris cette semaine. Extrait de cet entretien à découvrir dans ce journal en exclusivité. Leur exhumation en avait étonné plus d'un au printemps dernier. Les sarcophages trouvés sous le chantier de rénovation de Notre-Dame de Paris s'exposent à Toulouse. Des résultats scientifiques étonnants que nous dévoilera Via Occitanie sur place. Et puis en fin de journal, nous prendrons un bain de jouvence au contact d'Elisabeth DeVos. Cette professionnelle du textile continue à 81 ans de travailler pour sa passion, la production de vêtements et des accessoires pour les enfants. Une belle rencontre faite par la rédaction de Canal 32. Célébrerons-nous les fêtes sur courant alternatif ? Le sujet fait débat en France, vous le savez, avec le risque éventuel de coupure d'électricité cet hiver. Alors si le gouvernement se montre pour l'instant rassurant, les professionnels, eux, s'organisent face à cette éventualité. Fromagers, charcutiers, traiteurs ou même poissonniers doivent assurer la fraîcheur et la qualité de leurs marchandises. Une obligation légale qui pourrait s'avérer difficile. Le temps venu, reportage sur un marché dans les Hauts-de-France de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Dans ces halles, les produits frais attirent toujours autant la clientèle. Mais avec l'annonce de possibles coupures de courant, certains consommateurs s'interrogent d'un point de vue sanitaire. Si ça dure plus de 2 heures, il va y avoir une rupture de la chaîne du froid de toute façon. Il ne faut pas tomber dans la panique. Nos frigos n'auront pas le temps de se réchauffer en fait. S'il y avait une coupure de courant de 10 heures, ça changerait peut-être les choses, mais je ne pense pas que ça se dégrade aussi rapidement. Viande, poisson, fromage sont autant de produits dont la température est soumise à une réglementation stricte. Ce poissonnier se veut rassurant, même en cas de délestage, sa chambre froide pourra tenir le coup plusieurs heures. Regardez, ici on est dans une pièce qui fait entre 0 et 2 degrés. Et chaque pièce est glacée. Donc même avec une coupure de courant, il n'y aura pas de souci. Pas de souci non plus, côté caisse, le commerçant est bien équipé. C'est une balance deux balances qui sont branchées en direct. Et s'il y a une coupure de courant, c'est sur batterie, quoi. C'est la batterie qui prend le relais. Mais dans cette boucherie, à quelques pas de là, pas de glace pour maintenir une température constante. Ces viandes ne doivent pas dépasser 4 degrés à cœur. La vitrine est ouverte, alors en cas de coupure, pas question d'attendre. 2 heures avant la coupure d'électricité, nous serons obligés de prendre notre marchandise et de le remettre dans les chambres froides pour s'assurer que le produit reste frais. On serait obligé de fermer la boutique, oui. On préfère que ça arrive en janvier qu'en décembre. Ce sera certainement plus calme, ça va être à partir de 18 h. Donc on est obligé de faire avec et on fera avec. Dans un contexte économique tendu, les commerçants sont résilients et assurent que la qualité des produits frais sera toujours au rendez-vous. Reste à savoir si la clientèle osera pousser les portes d'un commerce plongé dans le noir. Voilà, et en plus des préoccupations énergétiques, c'est le budget des consommateurs qui est impacté en cette période des fêtes. Chasse aux promotions, anticipation ou recours en seconde main, les Français ne manquent pas d'imagination pour continuer à se faire plaisir malgré l'inflation. Écoutez à ce propos ces quelques réactions recueillies à la Martinique à l'heure du rush des courses de Noël par José Lechertier pour Via ATV sur place. Noël, effectivement, je le prépare pas 2 mois à l'avance. Donc 6 mois à l'avance, je mets un petit peu à chaque fois, ce qui fait que ça permet d'avoir une belle enveloppe. Covid est passé par là, Ukraine est passé par là. Donc non, j'ai pas vraiment établi de budget. Mais j'ai déjà un petit peu les prix des jouets que je veux en tête. C'est reconditionné et c'est écologique aussi. Je trouve que c'est écologique, c'est bien de refaire vivre des appareils une fois qu'ils ont déjà été utilisés. On constate qu'effectivement avec l'inflation et la crise actuelle, on a un peu plus de monde qui viennent effectivement vendre des produits et on a une nouvelle clientèle qui se laisse tenter par la consommation de produits d'occasion. Voilà, et puis en métropole aussi, les consommateurs sont attentifs pour éviter les dépenses trop élevées. Ils peuvent compter à ce propos sur l'action d'associations comme le Secours populaire. À Limoges, comme vous le voyez sur ces images, la structure a ouvert une boutique éphémère où sont proposés en ce mois de décembre produits vintage, jouets ou encore objets de décoration. Des images de nos partenaires sur place de Sète à Limoges.
Voilà Noël qui rime aussi historiquement avec solidarité. La preuve dans la Sarthe où une association organisait la 3e édition du Noël des sans-abri. Séance de coiffure, opticiens, distribution de vêtements, mais aussi repas de fête. Les sourires étaient bel et bien présents sur les visages, comme a pu le constater Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Les visages se décrispent pour laisser place au sourire. Des personnes à la rue ont pu poser leurs bagages et profiter un peu de la magie de Noël. Ça fait du bien, la chaleur humaine, et, l'ambiance, tout ce contexte, et ça fait du bien. J'aime bien la convivialité, j'aime bien rencontrer d'autres personnes en galère comme moi. Et franchement, ça vaut le détour. Ça valait le coup de venir. Pensant là, on ne pense pas à nos petits soucis quotidiens. La soirée entière est placée sous le signe de la solidarité. Le stade Marie-Marvin est mis à disposition des associations et des personnes en situation précaire. Ici, la cravate solidaire offre des vêtements chauds et des duvets aux personnes sans abri. J'ai trouvé un manteau, un pantalon et un pull. On ne sait pas quelle température on va avoir, mais quand ça commence à être froid comme ça, maintenant, à mon avis, on va le sentir passer. À côté, ce sont les apprentis du CFA Coiffure du Mans qui s'occupent des plus démunis. Beaucoup n'avaient plus été chez le coiffeur depuis des mois, voire des années. C'est une économie quand même, mine de rien. Quand on voit qu'une coupe de cheveux chez le coiffeur, c'est tout de suite 20-25 €. On voit dans leurs yeux qu'ils sont heureux d'être là, ils sont heureux de se faire bichonner. Donc ça me fait plaisir en fait de voir des gens avec un sourire. C'est des prestations auxquelles ils n'ont pas accès, vraiment. Déjà parce que eux, je pense que ne prennent pas le pli d'y aller et parce qu'il y a tout un tas de préjugés à dépasser. Et là, c'est une soirée où il y a zéro préjugé, il n'y a que de la bienveillance. Une soirée un peu hors norme donc, qui a mis du baume au cœur aux personnes de la rue. Noël, c'est surtout ça, la solidarité. Le reste de l'actualité marqué par la mobilisation en faveur de l'Ukraine. Paris accueillait cette semaine 2 conférences internationales pour soutenir le pays endommagé par près de 10 mois de conflit. Des rendez-vous auxquels a assisté bien sûr Denis Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, qui était l'invité de l'émission Face au territoire ce jeudi sur TV5 Monde. Regardez cet extrait où le chef du gouvernement ukrainien évoque les efforts développés par la France pour soutenir son pays. Monsieur le Premier ministre, c'est très important, l'argent. C'est le nerf de la guerre. Le président Zelensky me disait que l'art de la communication l'était aussi. Mais est-ce que l'argent est devenu véritablement ce qui pourrait permettre à l'Ukraine de vaincre ? Ce qui est très important, c'est le soutien. Le soutien tout d'abord moral de nos partenaires, le soutien du peuple français. Nous sommes reconnaissants au président Emmanuel Macron et à son épouse qui soutiennent sincèrement l'Ukraine. Et ça, c'est très important. Premièrement, l'argent sont très importants aussi, bien évidemment, pour reconstruire les infrastructures et pour permettre, donner aux gens des services des infrastructures de base pour ne pas arriver à une catastrophe humanitaire. Bien sûr, nous sommes reconnaissants et nous sommes impressionnés par l'aide du peuple français et de l'État français. Hier, il y avait des milliers de personnes qui ont soutenu la première dame Olena Zelenska. Nous avons constaté l'intérêt des sociétés françaises lors de la conférence initiée par le président Macron. Nous voyons le rôle de leader de la France dans le renouvellement et reconstruction de l'Ukraine et dans le soutien de l'Ukraine dans cette guerre. Face au territoire avec le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et de ses partenaires Ouest France, Nice Matin, France Antilles et 20 minutes. L'appui au peuple ukrainien qui faisait également l'objet mardi dernier d'une soirée caritative organisée par la fondation de la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Pour l'occasion, des célébrités avaient fait le déplacement, comme vous pouvez le voir sur ces images de Christophe Rigaud. Brigitte Macron était notamment présente dans la salle Pleyel à Paris. Une soirée que j'ai eu la chance d'animer pour récolter des fonds destinés à la reconstruction d'établissements de santé en Ukraine.
Olena Zelenska qui sera enfin au cœur d'une émission spéciale bientôt diffusée sur TV5 Monde. La première dame m'a accordé en exclusivité un entretien lors de sa venue à Paris. Elle y évoque notamment l'évolution de son rôle et de sa vie depuis le début du conflit. Regardez un extrait. Je pense que la guerre a tout changé, non seulement dans mon destin, mais pour tous les Ukrainiens. Personne ne pouvait prévoir que notre monde allait changer autant, que nous allions traverser autant d'épreuves. Et lorsqu'on se trouve dans la situation où il faut se battre, alors tu changes. J'espère beaucoup que mon activité en tant que première dame, en temps de guerre dans mon pays, est efficace. Et j'essaie de le rendre encore plus efficace. Je ne m'attendais jamais à de telles tâches que la vie met face à moi. Mais je suis persuadée que plus l'objectif est dur, mieux nous devrons réagir. Donc c'est une question de durée, d'endurance. Je sais que je peux encore courir et j'espère beaucoup que nous allons aller jusqu'au bout. L'émission et l'interview avec Olena Zelenska sera donc à découvrir en janvier sur l'antenne de TV5 Monde. L'acteur Alain Delon y participera également en interprétant des poèmes de Taras Shevchenko, le grand poète ukrainien. Sans transition dans ce journal, penchons-nous à présent sur ces résultats dont je vous parlais dans les titres, dévoilés il y a quelques jours autour des 2 sarcophages retrouvés sur le chantier de Notre-Dame de Paris. L'équipe scientifique chargée d'analyser les cercueils n'a pu lever le voile que sur une partie du mystère. Si l'une des identités est désormais connue, la seconde ne l'est toujours pas. Explication et sujet de Lisa Hervé pour Via Occitanie. L'un s'appelle Antoine de la Porte, l'autre est encore inconnu. C'est ce que révèlent les premiers résultats de l'étude des 2 sarcophages découverts lors de fouilles préventives à Notre-Dame. Exhumés en début d'année, ces cercueils de plomb ont été acheminés à Toulouse pour être analysés, un moment qu'attendaient tous les scientifiques. Pleine d'envie de voir ce qu'il y a enfin dans ces cercueils qu'on a fouillés, sortis de Notre-Dame, puis déplacés, auquel on a pensé, tout le protocole on a pensé pendant des mois, et donc on y était enfin. Donc oui, on avait juste envie, c'était que la découpe soit terminée, qu'on puisse enfin soulever le couvercle. Et donc ça, là, ce moment-là, c'était vraiment plein d'émotions. Ouais. Ces fouilles ont été supervisées par l'INRAP en collaboration avec la Fac de Sciences, le CNRS et le CHU de Toulouse. Et c'est dans le laboratoire de l'hôpital que les analyses ont été réalisées. La découverte ici est vraiment exceptionnelle, dans le sens où on peut étudier avec les techniques modernes et le matériel d'imagerie médicale. Notamment, on a pu ouvrir très proprement ces cercueils sans avoir à les détruire. Donc on peut vraiment les étudier d'une manière fine. Chacun de ces cercueils pèse plus de 200 kg. Si l'un des défunts a une déformation crânienne et était sportif, son identité reste encore à découvrir. L'autre a rapidement été identifié grâce à une épitaphe gravée sur son cercueil. Il s'agit du chanoine Antoine de la Porte. Toujours une partie d'émotion de découvrir ce chanoine, etc., qui d'habitude finalement n'existe pas toujours en archéologie parce qu'on a souvent des numéros face à nous, surtout pour ces époques où on est dans des endroits moins prestigieux et des cimetières avec des gens qui sont inhumés côte à côte. Si l'analyse globale devait être rendue dans 2 ans, les premiers résultats sont attendus au premier semestre 2023. C'est une première en France. Près de Grenoble, la ville de Fontaine va accueillir une forêt urbaine sur une zone industrielle. 500 mètres carrés dédiés à la renaturation d'un espace urbain. Piloté par l'Office national des forêts, ce projet, vous en voyez quelques images à l'écran, vise à planter jusqu'à 170 arbustes et 85 arbres pour créer une véritable mini-forêt en ville. Les détails au micro de Mirko Pecci, journaliste pour Télé Grenoble. Regardez. L'objectif de ce projet, c'est de ramener un petit bout de la forêt qu'on a juste derrière nous, parce que Fontaine a la chance d'avoir le bois dévouillant sur son territoire. On n'est pas sur un projet où on met un arbre tous les 10 mètres le long d'une rue, on est vraiment sur quelque chose de dense, et c'est ce qu'on voulait aussi. On est sur 500 mètres carrés pour environ 500 plants qui vont être plantés, des arbres et des arbustes. Recréer un milieu qui puisse être le plus favorable possible aux insectes, aux micro-mammifères, un jour aux oiseaux.
L'objectif, c'est qu'elle s'autogère le plus possible, presque zéro entretien. De grands espaces extérieurs aux tout petits intérieurs dans ce journal, direction la Bretagne, où une boutique de 4 mètres carrés seulement vient d'ouvrir. Chez Pomponette, c'est son nom, et c'est une friperie minimaliste où il est tout de même possible de chiner à travers 250 références. Reportage un peu serré forcément de Guillaume Satigo et de Dimitri Glomski pour TVR à Rennes. On va au bout de la boutique de mes parents, donc on traverse l'épicerie et là on arrive chez Pomponette. 250 pièces de textile et de mercerie pour 4 mètres carrés de surface. Des chiffres peu communs pour une boutique de vêtements. C'est pourtant bien le cas à Saint-Senou, dans la friperie chez Pomponette, tenue par Caroline Ragonneau. Cette ancienne auxiliaire de vie a décidé de changer de trajectoire pour se tourner vers sa passion de petite fille, la mode. En mai, elle a installé une cabine d'essayage et 175 cintres au fond de l'épicerie de ses parents, une reconversion qui comble celle qui avait une idée précise du concept de friperie. De la friperie qui soit abordable et pas de la friperie au prix du neuf. Je ne veux pas que les gens repartent avec quelque chose qui ne leur va pas, qui ne leur plaît pas, qui ne leur corresponde pas. Une philosophie locale et éco-responsable qui rejoint celle de la boutique familiale, chez qui les amateurs de vêtements peuvent venir s'approvisionner par la même occasion. J'ai un petit rituel, c'est je fais mes courses ici et une fois par mois j'ai mon jour chez Pomponette où je viens avec mon argent de poche, on va dire, choisir les vêtements du mois. Et ce qui est super, c'est qu'en plus en ce moment où on parle d'inflation, mais parce que l'inflation est partout, je peux venir ici et me faire vraiment plaisir avec des pièces que je porte. Et le concept fonctionne. Caroline Ragonneau a plusieurs projets pour la suite, notamment un défilé de mode à Saint-Senou de la collection Printemps-été 2023 pour l'anniversaire de la friperie. Voilà, et après cette très utile et étroite boutique, intéressons-nous à un autre projet original, celui du fast-food solidaire L'Après-M. Installé dans les quartiers nord de Marseille, ce restaurant propose depuis quelques jours ses premiers burgers associatifs. Une ouverture sur fond de renaissance, après le départ il y a 3 ans de la mythique enseigne américaine au M jaune. Sur place, le fonctionnement est innovant. Sans chef, c'est la bienveillance et l'expérience d'anciens salariés qui donnent le rythme en cuisine. Images et réactions récoltées par Charles Louas pour le journal La Marseillaise. Avoir cet outil de travail pour permettre aux gens de s'en servir et d'avoir un tremplin et une formation professionnelle et leur redonner le goût de l'entreprendre et de pouvoir s'en sortir. Nous n'avons pas de bénéfices. Nos bénéfices sont transformés en excédents et sont reversés à vie. Donc c'est une association qui nous permet de continuer à faire de l'entraide et des colis alimentaires une fois par semaine. Allez, restons à table dans ce journal. Vous en mangerez sûrement cet hiver. La saison des endives vient de débuter. Dans les Vosges, une ferme locale produit et vend en circuit court jusqu'à 30 tonnes de ce légume par an. Une récolte impactée cette année par l'inflation énergétique et une météo très capricieuse. Détails fermes et croquants d'Aurélie Colombel et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. La saison des endives a débuté. La récolte va s'étaler jusqu'au mois de mars. Une production artisanale de 25 à 30 tonnes par an. On les laisse un peu plus de 3 semaines donc dans la salle de forçage, donc là où on simule le printemps, pour qu'elles prennent vraiment leur temps pour pousser, pour se développer. Et c'est ça en fait qui fera que l'endive aura très très peu de cœur. Vous pouvez tout manger sur l'endive et surtout du coup peu d'amertume. Toute la saveur de la salade provient de sa racine qui contient les nutriments nécessaires à la pousse. Des racines d'abord mises en dormance en chambre froide. C'est une plante bisannuelle, donc elle va faire une chicorée. Effectivement, elle va avoir une racine pivot donc, qui va descendre, un peu comme une carotte. Et on va donc la semer en fait en champ. Elle va faire sa chicorée. On va ensuite la couper à ras pour récupérer que la racine. Et à partir de cette racine, dans un deuxième temps, on va produire nous l'endive ici. Ensuite, les racines sont mises dans de grands bacs alimentés en eau, plongés dans le noir avec une température printanière. Ainsi, le bourgeon albinos se développe. C'est cependant une année difficile pour l'endive, consommatrice en énergie. Entre les salles réfrigérées et la circulation d'eau tiédie, le légume a pris plus de 10% en termes de coûts de production. Au-delà de l'aspect énergétique, c'est une année de sécheresse et ça a un impact sur les racines. C'est vrai qu'elles ont plus de mal que certaines années à gagner en grosseur. C'est en circuit court, via les marchés de producteurs et auprès des restaurateurs que la production est vendue. Elle va intégrer le menu d'hiver que ce chef cuisinier de Vanier est en train d'élaborer. On a vraiment une chance d'avoir une endive que je qualifierais de parfaite, avec très peu d'amertume. Et justement, c'est ce qui la rend très agréable et très goûteuse.
Et pour cette fin d'année, c'est un roulé de fromage frais et saumon qui permettra de présenter l'endive lors des repas de fête. C'est très très bien. Voilà, l'heure de la retraite a sonné pour l'Alouette 3, ce mythique hélicoptère de la marine, véritable fleuron de son époque. Il se retire après 60 ans de bons et loyaux services, le 31 décembre prochain. Alors l'engin arrêtera définitivement de prendre son envol depuis sa dernière base du Finistère. Et Stéphane Jézéchiel et Lionel Lecaux, pour TBO, ont rencontré ceux qui volent encore au quotidien avec l'Alouette 3. De belles images, regardez. Avec son design à la fois vintage et très innovant, l'Alouette a rendu de nombreux services à la marine au cours des 330 000 heures de vol totalisées par les appareils. C'est un aéronef qui a fait toutes les missions de la marine, qui a pratiquement embarqué sur tous les bâtiments de la marine et qui a touché plusieurs générations de pilotes, de marins du ciel, mais aussi de marins tout court, puisqu'effectivement elle a énormément embarqué. L'Alouette a permis à de nombreux pilotes de l'aéronaval de se former et de vivre des situations extrêmes. Le lien est donc très fort avec cet appareil. Il y a eu de la formation en tant qu'instructeur, il y a eu également des opérations humanitaires comme les opérations engagées après le passage du cyclone Eline sur Madagascar. Une journée, j'ai eu l'occasion avec mon équipage d'extraire de la gangue de boue laissée par le fleuve Limpopo 47 personnes, dont à un moment donné une famille de 6 personnes, dont des bébés et une maman avec ses enfants. C'était très touchant parce que quand on est père de famille, extraire du danger des femmes et des enfants en bas âge, c'est quelque chose de très très touchant. À 60 ans, l'Alouette 3 est encore en forme pour voler. Le secret de cette longévité, une rusticité mécanique à toute épreuve. On peut l'assimiler à la 2 chevaux des airs parce que tout est simple, tout est interchangeable sur cet hélicoptère-là, ce qui fait qu'il est relativement facile d'entretien et on avait un stock de pièces détachées suffisant pour le tenir jusqu'à maintenant. Et là, il faut tourner la page, quoi. 60 ans, je pense que c'est une belle carrière et c'est honorable. Non, il faut vraiment passer maintenant à se tourner vers l'avenir et travailler sur les nouveaux projets, quoi. Ce vendredi, sur la base de l'Envéoc, où volent les dernières alouettes, l'état-major de la marine et les anciens des flottilles dotés de cet appareil rendront un dernier hommage au mythique hélicoptère qui partira définitivement à la retraite le 31 décembre 2022. Tout à fait autre chose. Pour elle, la retraite, c'est hors de question. Direction l'Aube pour terminer ce journal à la rencontre d'une femme exceptionnelle. Elisabeth DeVos est une matelassière aussi passionnante que passionnée, spécialisée dans la confection de vêtements et accessoires pour enfants. Cette octogénaire continue malgré son âge sa production de textiles. Le travail, c'est la santé, diront certains. Une rencontre enthousiasmante de la rédaction de Canal 32 sur place. Regardez. La boutique atelier 3 petits points est accolée à la maison d'Elisabeth DeVos. Après avoir exercé de multiples métiers, depuis 33 ans, elle s'est spécialisée dans la confection pour enfants. Parce que j'adore les enfants et c'est tellement facile de travailler pour les enfants. Vous savez, c'est trop drôle de travailler pour les enfants. Vous voyez par exemple ça, ah ben ça alors madame, je savais pas que les girafes faisaient de la gymnastique. Elisabeth a commencé la confection pour des amis avant d'accéder au statut d'artisan, métier d'art et conservation du patrimoine vivant. Elle se définit comme matelassière. Elle consacre près de 10 heures par jour à la découpe et l'assemblage de tissus d'origine française ou allemande. Alors elle fait un bruit terrible, je vous préviens tout de suite. Je fais en fait les vagues autour manuellement. Il y a des gens qui me demandent de refaire des couvertures à l'ancienne. Et je crée le dessin moi-même. Elisabeth DeVos aime associer solidité et praticité, à l'instar de cette veste réversible ou ses vanities vendues en boutique, salon ou sur Internet. Quand vous achetez un vanity, ça tombe. Alors que si vous mettez un fond en bois que vous pouvez retiquer, ça ne tombe pas. Vous avez la boutique avec tout ce que je fais. Après ça, vous avez les promos. Et après, comment me contacter? Après, vous avez un bon de commande avec le port, suivant le poids. Donc je mets par exemple couverture, tel poids, tel prix. Si elle a toujours su s'adapter aux habitudes de consommation, à 81 ans, elle n'arrive ni à transmettre, ni à s'arrêter. Rien qu'à l'idée de travailler autant d'heures, personne ne veut. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors moi je dis, quittez pas votre travail et faites ça à mi-temps. Essayez. M'arrêter, non. La chose qui est le plus importante dans la vie, c'est de se lever et d'être content d'aller travailler. C'est pas de faire le métier qu'on vous dira de faire, c'est le métier que vous aurez envie de faire. C'est un choix de vie. Si vous vous levez le matin en étant content de travailler, ça vaut tout. Elisabeth s'amuse à qualifier sa motivation d'héréditaire. Ses parents et grands-parents
ont travaillé jusqu'à leur dernier souffle. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.